Le Bénin a célébré ce mardi 1er août 2023 les 63 ans de son accession à l'indépendance. Pour commémorer cet anniversaire, un défilé militaire est organisé sur le boulevard de la Marina en présence du président de la République Patrice Talon et de son invité spécial, le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Tinubu. En plus des 7 composantes des forces militaires et paramilitaires qui ont défilé, une belle parade des vecteurs aériens de l'armée dans le ciel grâce à plusieurs hélicoptères nouvellement achetés par le gouvernement béninois au profit des forces aériennes est observée. Il y avait aussi, au cours de ce défilé, le passage des forces motorisées dont les véhicules blindés acquis par l'État au profit des forces terrestres et de la garde nationale. Il faut signaler que l'événement a pour thème forces de défense et de sécurité, debout ensemble face au terrorisme. L'édition 2023 de la fête du 1er août sera enrichie d'un événement spécial. Il s'agit d'un concert spécial dénommé la Saga des Agodiers. Il est prévu pour le 4 août prochain. Cette manifestation connaîtra la présence remarquable de la vedette béninoise de renommée internationale, Angélique Kidjo. À ses côtés, il y aura bien d'autres femmes, artistes, chanteuses, talentueuses du Bénin. Quand vous avez entendu que le Dahomey, le quartier latin, vous avez entendu ça, non? Le quartier latin de l'Afrique de l'Ouest. Mais on s'arrête là, on bombe le torse, on dit quartier latin, quartier latin. Mais ils ont dit, il y a comment on appelle le paragraphe qui suit. Mais cet intellectualisme empreint de méchanceté, de mesquinerie et de nature à enterrer le développement de ce pays. Voilà. Nous sommes très intelligents, dans le monde et tout ça là, on bombe le torse, mais nous avons un mal. Il faut qu'on ait le courage de reconnaître ça pour nous corriger. Et le courage, c'est le mesquinerie. Méchanceté. C'est cela. Voilà les 2 mots fondamentaux, n'est-ce pas, qui nous minent la méchanceté. La méchanceté et la mesquinerie. Alors, si on en prend conscience, on va avancer. Ces mesquineries-là, méchanceté, pourquoi c'est tel, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela. On ne cherche pas à savoir, est-ce que réellement il en a la compétence dans la qualité ou pas. C'est des problèmes de fond, ça. C'est pour cela que chaque fois, à chaque occasion, qu'on se retrouve et dit, faisons attention de nous regarder nous-mêmes à quel niveau se situent nos problèmes, nos insuffisances, pour pouvoir compléter. Parce que nous voulons que les générations futures soient meilleures à celles d'aujourd'hui. Absolument, c'est fondamental, ça. Alors, lorsque eux-mêmes, ces Français, vous avez vu, ceux qui nous ont, parmi les colonies françaises, eux-mêmes savent que la colonie de Dahomey est une colonie particulière. Parce que ce qu'ils voient, ils entendent. Ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, par rapport à ce qu'ils entendent ailleurs, ce n'est pas la même chose. Voilà pourquoi ils ont un autre regard sur notre pays. Il y a le Dahomey, aujourd'hui le Bénin. Et à cause de certaines particularités qui les citoyens eux-mêmes, je vous dis sincèrement. Comme je le dis et je le dirai toujours, le Créateur n'a pas créé 2 individus identiques. Chaque individu est unique, son genre. C'est là toute la leçon que le Créateur a voulu nous faire. En tant unique, en ton genre, tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas tout avoir. Et pour avoir ce que l'autre a, ce n'est que le dialogue, l'écoute, le pardon. Et en souhaitant
une joyeuse fête de nos 63 ans, je voudrais sincèrement demander aux citoyennes et aux citoyens béninois, quelle que soit la nature, quel que soit leur bord, je dis bien, quelle que soit leur nature, quel que soit leur bord, nous avons quelque chose de précieux, c'est le Bénin. Et c'est de pouvoir contribuer autant que possible à opérationnaliser notre rêve commun qui est consigné dans notre fraternité, justice, travail. Fraternité, justice, travail. Faisons en sorte que nous puissions opérationnaliser ce rêve-là dans l'intérêt de tout le monde dans notre pays. Comme beaucoup de pays africains, le Dahomey actuel Bénin accède à l'indépendance en 1960, le 1er août, après avoir été proclamé république le 4 décembre 1958. Le 1er août 1960 a été un résultat important des luttes engagées déjà par certains rois et chefs résistants qui s'opposaient à cette invasion de l'étranger, à l'imposition par l'étranger de son propre pouvoir. Bon, on évoque, et c'est bien que nos jeunes le sachent, le roi Béhanzin, les résistants comme les chefs Bioguera, les résistants comme Kaba, les résistants comme Tutu Biojo, le chef des populations du Holiday, hein, les résistants du Mono. Il y a toutes ces luttes-là. Ensuite, il y a eu, à partir des années 1920, la lutte de l'intelligentsia béninoise, les premiers intellectuels, parmi lesquels on doit évoquer les noms comme Louis Hunkarin et ceux qui ont mené les luttes à Porto-Novo. On va évoquer les noms de ceux qui ont dirigé les groupes de presse dans notre pays. Bon, donc, le 1er août 1960 n'était pas un événement fortuit tombé un jour comme ça. Ça a été le résultat de très longues luttes. C'est du haut de la terrasse du palais du gouvernement à Porto-Novo que le président Hubert Maga a proclamé l'indépendance du Dahomey. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960 en présence des représentants de la République française, des chefs des États de l'entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. Le pays est heureux et fier d'être le premier à exercer pleinement sa souveraineté nationale et internationale. C'était pour lui un jour d'allégresse qui consacre l'union de tous les enfants du Dahomey pour la paix et la fraternité. En 1960, moi j'ai vu le drapeau français descendre. Je crois que c'était un gros monsieur qui avait descendu le drapeau français avec l'hymne français. J'avais 8 ans. Et les festivités qui m'ont marqué ce jour-là, c'est que il y avait un grand bambou qu'on a planté. Je crois qu'ils ont passé du sol de gluant là-dessus. Et des jouets ont été placés en haut du bambou sur un cercle là. Et il fallait monter pour aller chercher ça. C'était le chef d'arrondissement à l'époque, un monsieur gros ventre là, qui était venu. Bon, on avait fait la fête. Les gens ont fait la fête. C'était bon, ça m'a marqué. Et après, il y avait les danses dans les villages, dans des coins, dans des petits coins. C'est ça qui m'a marqué ce temps-là. Peut-on toujours affirmer que le pays est pleinement indépendant vis-à-vis du colon? L'indépendance, c'est que nous-mêmes, nous devons maintenant assurer notre devenir. On n'arrive pas jusqu'à présent, puisque nous dépendons toujours de l'extérieur, de l'Occident, qui nous dicte les lois à suivre, qui nous donne maintenant les passages à emprunter. Là maintenant, ce n'est pas logique.
C'est que si nous sommes indépendants, c'est que nous sommes libres. Si vous ne vous voyez pas indépendant, c'est vous qui perdez votre temps. Parce qu'aujourd'hui, sur la chaîne internationale, vous voyez comment se déroule aujourd'hui la puissance chinoise. Quand vous prenez les pays de l'Est, vous voyez comment ces États-là aujourd'hui se sont restructurés et chacun se réclame d'une certaine indépendance donnée. Et vous voyez ceux-là qui nous avaient colonisés hier aussi, les difficultés dans lesquelles ils sont. Donc, a priori, à chacun de nous organiser et de défendre notre pays. Pour connaître un véritable essor, ces sages exhortent tous les enfants du Bénin à une prise de conscience afin de mettre un terme à toutes les pratiques qui freinent son développement. Pour eux, l'indépendance de 1960 devrait permettre au pays de décider de son propre avenir en fonction de ses réalités. On n'est pas les derniers venus sur la terre, pas du tout. Il faut que les politiques n'ont qu'à mettre la population à l'aise et les faire travailler. On a de quoi manger. Et manger ce que nous produisons. Nous sommes bénis, donc il faut avoir peur de rien. Il faut travailler pour que nous réussissons. Oui, les autorités, je leur demande vraiment de continuer, beaucoup de courage. C'est pas facile. C'est pas facile de diriger un pays. Aujourd'hui, je vois ce qui se passe dans le pays. C'est ça ce que moi j'appelle l'indépendance. Si à côté de l'indépendance politique, il y a l'indépendance sociale, je crois qu'on va décoller. Voilà. À l'instar de la République du Bénin, 16 autres pays d'Afrique commémorent également cet événement cette année. Le 26 juillet, les chefs d'État ont souhaité que ce soit plutôt une mission à haut niveau, une mission à un niveau chef d'État qui se déplace pour essayer de ramener la raison et passer très rapidement en fait à quelque chose qui soit en ordre avec l'ordre constitutionnel établi en fait. Et donc le président Patrice Talon a été désigné pour pouvoir mener cette action. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de l'UEMOA ont également acté le fait que cette situation était une situation inacceptable, inadmissible dans notre sous-région. Et donc pour cette raison-là, on ne peut pas, régulièrement élus, démocratiquement élus, se permettre de kidnapper ces forces, de kidnapper ces autorités politiques et d'essayer en fait de conquérir le pouvoir par la force et par les armes. C'est une situation qui n'est pas acceptable. Le président Bazoum est à peine à mi-mandat et voilà que quelques personnes, quelques individus, parce qu'ils sont détenteurs d'armes, décident de mettre un terme. Donc en réalité, les actions qui sont prises en fait par la communauté sont dans un objectif de retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons un objectif unique et ultime, c'est rétablir le président Bazoum, qui est le président réellement élu, constitutionnellement élu en fait du Niger et reconnu par toute la communauté internationale, d'accord. Et puis surtout, nous sommes en train, je pense que nous avons aussi un devoir collectif de préserver la région contre de telles initiatives en fait. On ne peut pas être dans une région où n'importe qui peut se lever le matin simplement parce qu'il a une arme et déposer un président régulièrement élu. En matière d'art, en matière de culture et singulièrement d'art plastique, le Bénin est attendu désormais. Parce que tous les grands collectionneurs du monde, tous les musées du monde aujourd'hui veulent la signature d'un artiste, des œuvres d'un artiste béninois. Donc nous allons dans ce projet qui est un projet enthousiasmant pour nous tous, nous y allons pour effectivement marquer la scène internationale à Venise pour, si je devais utiliser une expression presque électoraliste, pour faire un coup KO. À parité parfaite, équilibrée, 2 femmes et 2 hommes qui ont la charge de nous conduire à cette exposition, à cette biennale, et qui vont représenter le Bénin en matière d'art contemporain. On est ravis. Moi, je suis juste émue et ravie
pour nos artistes, pour toute l'équipe, à savoir curatorial, le soutien de l'État qui accompagne, puisque c'est un projet d'État d'abord, prendre un pavillon à Venise. Et c'est une fierté, et donc on ne peut que souhaiter bon vent et plein succès à nos artistes et à toute l'équipe, bien évidemment, qui travaille sur le projet. La France se prépare à évacuer ses citoyens et d'autres Européens du Niger ce mardi. Cette évacuation intervient 6 jours après un coup d'État qui a renversé l'un des derniers dirigeants pro-occidentaux du Sahel. J'ose vous dire que nous vivons d'une façon symbiose avec cette population française vivant au Niger. Donc ils n'ont vraiment aucune raison de les rapatrier. Bon, pour nous, c'est un raté encore de plus du politique français et ce que nous condamnons tous. On n'a pas de problème avec les Français et les ressortissants européens, on a des problèmes avec les gouvernements européens. S'ils ont dit qu'ils vont rapatrier leur population, ils n'ont qu'à rapatrier leur armée d'abord. Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré qu'il y avait environ 600 ressortissants français au Niger, mais n'a pas donné de détails sur le nombre de personnes souhaitant partir. Moi je peux dire, en tant qu'Africain, tous les problèmes que les gens sont en train de vivre au Niger, en Afrique, totalement. C'est la France qui est le noyau. C'est lui qui est à la base de notre souffrance. Le peuple nigérien a pris conscience par rapport à ses voisins. On a vu l'exemple du Mali et du Burkina. Donc nous aussi, on va emboîter les pas comme eux. La France n'a qu'à quitter. Le président Mohamed Bazoum a été renversé le 26 juillet par sa propre garde lors du 3e putsch de la région en autant d'années, après les prises de pouvoir au Mali et au Burkina Faso voisins. Ce coup d'État a attisé les manifestations anti-françaises. Des foules hostiles se sont rassemblées dimanche devant l'ambassade de France. Et le Niger a accusé la France de comploter pour intervenir militairement. À Dakar, l'avenir d'Ousmane Sonko alimente les conversations. Inculpé puis incarcéré lundi, l'opposant sénégalais, dont le parti politique a aussi été dissous, voit ses ambitions présidentielles s'éloigner. Ses partisans accusent de pouvoir d'avoir brisé ses rêves. Placer un homme comme Ousmane Sonko sous mandat dessous de son parti, ça c'est inadmissible. Si comme le pays Sénégal, on a dit que c'est un pays de droit, mais ici il n'y a pas de droit ici. Tout le monde sait que le Sénégal n'a pas de droit. C'est un pays que le président dicte des lois. Depuis 2014, il subit des injustices. Tout ce qui s'est passé depuis 2014, il n'a fait aucun crime. Le crime qu'il a fait, c'est qu'il voulait diriger le pays, changer le système. Et ça, la majeure partie des Sénégalais le voulons. Nous voulons changer le système. On ne peut pas vivre sur ce système depuis 1960. Le leader politique de 49 ans risque entre 5 et 20 ans de prison selon ses avocats. Pour beaucoup, Ousmane Sonko a fabriqué les armes de sa propre destruction. J'ai 40 ans, mais depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un tel système politique avec des propos violents. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de discours. Je pense que son parti aurait dû être dissous depuis longtemps. Lundi, ses partisans ont manifesté contre son incarcération et la dissolution de sa formation politique, le PASTEF. 2 personnes ont été tuées. La Côte d'Ivoire dit adieu à son ancien président Henri Konan Bédié. L'homme politique est décédé à l'âge de 89 ans, a annoncé mardi son parti dans un communiqué. Henri Konan Bédié a tiré sa révérence à Polyclinique Internationale Sainte-Anne-Marie, un hôpital privé à Abidjan. Il a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Nommé ambassadeur à 26 ans, ministre de l'économie à 32 ans, celui qu'on surnommait le Sphinx était connu notamment pour l'ivoirité, son concept nationaliste. Il avait été désigné fin mars candidat unique à sa succession à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principal mouvement d'opposition dans le pays.
Les États-Unis soutiennent l'initiative kenyane visant à diriger une force multinationale en Haïti minée par la violence des gangs. Mardi, Washington s'est engagé publiquement à soumettre une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU autorisant le Kenya à apporter un soutien sécuritaire dans l'État caribéen. Nous nous engageons à trouver les ressources nécessaires pour soutenir cette force multinationale. Il est néanmoins trop tôt pour entrer dans les détails, mais les choses seront plus claires une fois que les Kenyans auront mené leur mission d'évaluation initiale. Je tiens à souligner que le secrétaire d'État Anthony Blinken s'était entretenu avec le président du Kenya avant de quitter l'Australie. Ils ont discuté de la manière dont nous pourrions coordonner cette mission. En octobre 2022, le Premier ministre haïtien Ariel Henry lançait un appel urgent pour le déploiement immédiat d'une force armée en Haïti. 9 mois plus tard, le Kenya a été le premier pays à envisager de diriger une force, en proposant notamment d'envoyer 1000 policiers afin d'appuyer les efforts des forces de sécurité haïtiennes. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères a reçu mardi son homologue japonais. La coopération entre Pretoria et Tokyo était au centre de la rencontre. Le Japon fait partie en effet des investisseurs majeurs de l'Afrique du Sud, a reconnu Naledi Pandor. Notre pays reconnaît le soutien venant du peuple et du gouvernement japonais. Nous reconnaissons également le rôle extraordinaire que les entreprises japonaises ont joué dans le soutien de notre économie et de l'industrialisation en Afrique du Sud. Alors qu'environ 273 entreprises nippones sont présentes en Afrique du Sud, offrant plus de 200 000 emplois, le chef de la diplomatie japonaise a appelé au renforcement de l'axe Tokyo-Pretoria. Nous devons donc travailler plus fermement, plus loin, en étroite collaboration pour réaliser l'énorme potentiel que les deux pays ont pour leur coopération. En tant que présidence du G7, nous attachons une grande importance à écouter directement la voix de l'Afrique. C'est donc dans ce contexte que j'ai décidé de visiter l'Afrique en tant que ministre japonais des Affaires étrangères. Ces engagements font suite à l'échange téléphonique entre Yoshimasa Hayashi et Naledi Pandor en juin dernier.